Sur le Vieux-Port, des centaines de manifestants défilent pour rendre hommage à Zineb Redouane, morte le 2 décembre 2018, à l'âge de 80 ans. De venir parce que justice n'a toujours pas été faite pour Zineb qui a été tuée par un CRS en marge d'une manifestation des Gilets jaunes le 1er décembre 2018. Elle était tout simplement en train de faire ses volets et depuis 3 ans, il y a une enquête qui refuse de la considérer comme victime. Je pense qu'il est important de rappeler aux personnes chaque manifestation que Zineb a été tuée et que la justice n'est pas rendue. En début de soirée, quelques manifestants exprimeront leur colère face aux forces de l'ordre. Mais que s'est-il passé exactement pour que 3 ans après les faits, les manifestants en veuillent toujours aux policiers? Le 1er décembre 2018, à Marseille, des Gilets jaunes manifestent. La police réplique à coups de grenades lacrymogènes. Au 4e étage de son immeuble, Zineb Redouane, 80 ans, est gênée par les gaz. Quand elle se rend à sa fenêtre pour fermer les volets, elle est touchée au visage par une grenade lacrymogène tirée par un policier depuis le boulevard de la Canebière. Membre d'une association qui milite pour le désarmement de la police, Yann est un proche de la fille de la victime. À ses côtés, nous pénétrons dans l'appartement où vivait Zineb Redouane. En fait, au moment où elle se fait tirer dessus, elle n'a pas encore commencé à fermer les volets, a priori. Elle regarde par la fenêtre, et en fait, elle voit le tireur qui est sur la voie de tram, juste en face d'elle. Et c'est là, en fait, elle est au téléphone avec sa fille, et donc elle le voit et il tire. Au moment du tir, la fille de Zineb Redouane est encore au téléphone avec sa mère. Elle nous raconte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis restée en ligne. Et en une minute comme ça, elle est allée vers la fenêtre. Elle a tendu la main pour fermer la fenêtre et elle a croisé le regard. C'est ce qu'elle m'a raconté. Elle a croisé le regard d'un CRS, d'un policier qui était sur le trottoir en face de chez elle. Il a fixé son arme envers elle. Elle l'a vu, elle l'a bien vu. Mais elle ne s'attendait pas qu'il allait tirer. Voilà. Et c'était en quelques secondes, j'entends les cris, ces cris. Elle criait 6 ou 7 cris comme ça, intenses. Et moi, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé, maman, qu'est-ce qui s'est passé. Le téléphone est tombé par terre. Pendant un moment, après, j'ai su qu'elle était en train d'éteindre les étincelles avec ses pieds. Et elle a ramassé le portable, elle m'a dit, il m'a visé. Et donc elle prend la grenade ici sur le torse, elle lui rebondit dans le visage, et les palets lacrymogènes, ils tombent ici dans la pièce. Il y en a au moins 3 qui tombent ici et qui brûlent en fait ici. Et donc à ce moment-là, elle est blessée au visage, elle saigne, et elle commence par écraser, à essayer d'écraser. Mais tu peux pas écraser des palets lacrymogènes, ça marche pas. Donc elle a essayé, et après elle est partie dans l'escalier pour se réfugier. Alors que Zineb Redouane vient de s'écrouler au sol, un policier se présente à elle. Il y a un policier qui fait pression, en fait, qui est assez menaçant pour obtenir l'accès à l'appartement. Et donc, c'est dans ce moment de tension, en fait, où Zineb va refuser dans un premier temps, puis elle va laisser ses clés, et le policier va accéder à l'appartement, suivi d'un pompier. Et en fait, spontanément, dans l'appartement, ils vont modifier la scène. C'est-à-dire qu'ils vont en fait emporter la grenade, qui est la pièce à conviction. Et dans le dossier, c'est écrit dans un premier temps qu'elle a été placée à la poubelle. Et en fait, la grenade lacrymogène, elle va être retrouvée dans la portière du camion de pompiers 3 jours plus tard. Donc au moment où l'enquête a commencé, et suite à la mort, au décès de Zineb Redouane, qui est du coup décédée à 22h le soir, le 2 décembre, à l'hôpital de la Conception.
C'est une grenade de type MP7 qui a touché Zineb Redouane. Le premier impact est sur son torse et a priori rebondit du torse, puisque c'est dans cette inclinaison-là. Ça rebondit sur son torse et ça la tape en plein visage. Et en fait, ça va lui briser les os du visage. Pourtant, pendant des mois, les autorités vont nier toute responsabilité. Le 3 décembre 2018, une autopsie pratiquée à Marseille se contentera d'évoquer un décès des suites d'un choc opératoire provoqué par les antécédents médicaux de Zineb Redouane. Suite à son décès, le tribunal de Marseille ouvre néanmoins une information judiciaire. Parallèlement, l'IGPN, la police des polices, enquête également sur ce qu'il s'est passé. Elle se procure les images de la caméra de vidéosurveillance située sur le boulevard de la Canebière. Très vite, l'enquête établit que le tireur appartient à une compagnie de CRS de Saint-Étienne. Le voici au moment du tir. Le 6 décembre 2018, l'IGPN de Marseille transfère ces images de vidéosurveillance au capitaine de la compagnie de CRS pour qu'il identifie l'auteur présumé du tir. Dans son procès-verbal, voici sa réponse. Après avoir consulté l'ensemble de la chaîne hiérarchique et les personnels concernés, je suis dans l'impossibilité d'identifier ce fonctionnaire compte tenu de la qualité et de l'éloignement des clichés. Invité par ailleurs à remettre les lance-grenades de sa compagnie afin de pouvoir déterminer l'arme qui a tiré et son utilisateur, le capitaine de CRS s'y oppose afin, dit-il, de Ne pas obérer la capacité opérationnelle de l'unité lors de cette période de mouvements revendicatifs intenses. Quelques mois plus tard, le ministre de l'Intérieur disculpe la police de la mort de Zineb Redouane. Au micro de France Inter, Christophe Castaner développe ce qui va devenir la thèse officielle. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire. Après, effectivement, sur son balcon, elle ne manifestait pas avoir, semble-t-il, reçu une bombe lacrymogène qui avait été envoyée et qui est arrivée sur son balcon. C'est un drame. Et vraiment, je pense à elle, je pense à sa famille. 3 mois après cette interview, Christophe Castaner décore de la médaille de la sécurité intérieure le capitaine de l'unité de CRS dont un des membres avait tiré sur Zineb Redouane. Mais en juillet 2019, nouveau rebondissement. Une contre-autopsie algérienne, révélée par le média, impute directement la mort de Zineb Redouane au tir du policier. L'importance de ce traumatisme est directement responsable de la mort par aggravation de l'état antérieur de la défunte, malgré les soins intensifs prodigués en urgence. En novembre 2020, le média Disclose publie les résultats d'une enquête indépendante. Une agence d'expertise, qui enquête sur les violences policières grâce à une modélisation en 3D des événements, démontre que le tir à l'origine du drame était totalement illégal. Forcément, au moment du tir, il ne peut que savoir que la trajectoire de sa grenade va être coupée par le plan des façades de l'immeuble et donc va venir impacter quelque part sur ces façades d'immeubles, quel que soit l'angle de tir, même s'il est compris entre 30 et 45 degrés, qui correspond en effet c'est une des conditions qui rend un tir réglementaire, c'est qu'en effet, il soit dans un angle entre 30 et 45 degrés pour avoir une trajectoire parabolique. Mais si on a un obstacle immédiat, comme on le voit ici dans la rue des Feuillants avec ces immeubles, sa trajectoire sera coupée et là, c'est forcément plus un tir réglementaire. En plus, ici, en fait, ce qu'on essaie de développer aussi, c'est qu'on voit qu'il y a infraction avant même que la grenade n'atteigne Zineb. C'est-à-dire au moment même où il appuie sur la gâchette, il y a déjà une faute grave parce que qu'est-ce qu'on vient de voir là ? On vient de voir toutes les fenêtres de la rue des Feuillants qui étaient potentiellement sur la trajectoire du tir. Il faut savoir que c'est une arme qui n'est pas du tout précise, donc on ne peut pas exactement savoir où est-ce qu'on va tirer, mais toutes ces fenêtres sur la façade de la rue des Feuillants étaient potentiellement impactées par ce tir. De fait, il a atteint Zineb Redouane au visage, à son balcon, sur une trajectoire de 37 mètres. Et justement, là, on a des détails par rapport à la vitesse du projectile au moment de l'impact, près de 100 km/h, et les conséquences qui viennent justement de l'expertise médico-légale, justement un fracas de l'ensemble de l'hémiface droit de la victime. Suite à ces nouveaux éléments, nous tentons de joindre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur lors des événements. Sans réponse, nous lui adressons un SMS dans lequel nous demandons si pour lui, la police n'est toujours pas responsable de la mort de Zineb Redouane. Voici sa réponse. Bonjour, on va laisser la justice se prononcer sur la responsabilité des uns et des autres. Pour ma part, je ne dispose d'aucun élément du dossier
depuis que j'ai quitté mes fonctions, bien à vous. L'enquête indépendante qui démontre que le tir n'aurait jamais dû avoir lieu, l'IGPN va s'en saisir. Elle recommande alors d'envoyer le tireur et son capitaine devant un conseil de discipline pour leur manque de discernement. Une demande rejetée par le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux. Désormais, l'affaire est entre les mains de la justice. En un an, la réponse policière du président de la République au mouvement des Gilets jaunes aura causé une mort, plus de 2500 blessés côté manifestants, dont près de 400 blessés graves, et 2000 blessés chez les forces de l'ordre. À l'époque député de La République En Marche, aujourd'hui soutien des écologistes. Aurélien Taché estime qu'Emmanuel Macron n'avait pas à l'époque pris la mesure de la crise. Qu'est-ce que vous en avez pensé du maintien de l'ordre sous Emmanuel Macron ? Je pense que c'est peut-être la plus grande faute de son mandat. Je pense vraiment que là, pour le coup, il a abîmé le lien qu'il avait avec les Français. Il a laissé les Français s'abîmer entre eux. Il y a eu aussi une violence de l'État à travers sa police. Encore une fois, ce n'est pas les policiers que je mets en cause, c'est bien la manière dont le pouvoir politique a utilisé la police, des hommes et des femmes qui souvent viennent du peuple même, pour éborgner, tirer avec des balles de LBD sur des Français, et que ça, c'est extrêmement grave. Certes, il y avait cette affaire de taxe carbone, et peut-être que si un moratoire avait été mis en œuvre, une table ronde organisée un peu plus vite, ça aurait sans doute même fait tomber la pression. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes d'observateurs et d'analyse, je ne vais surtout pas dire que je comprends que ce qu'ils ont fait chaque fois qu'il y a eu des débordements et des violences. Mais en revanche, il faut que notre pays apporte réponse à ces situations, ce que M. Fourquet a appelé l'archipel français, et des ensembles qui s'écartent et qui ne parlent plus le même langage. Monsieur le Président de la République. C'est un homme qui n'accepte jamais de remettre en cause aucune de ses décisions, ou qui ne change jamais de point de vue, et c'est pas très bon, ça, je trouve, dans une démocratie et quand on exerce le pouvoir. Ça reste un échec, quoi qu'on en dise. Quand vous avez des gens qui ont des mains arrachées sur un maintien de l'ordre, des gens qui sont éborgnés, des policiers qui sont brûlés, c'est jamais satisfaisant. Je veux dire, pour une démocratie, je le répète, parce que pour une démocratie comme la nôtre et une république comme la nôtre, on ne peut pas s'en satisfaire, évidemment que non. On est énervé, mais on n'est pas des gens violents. On est peut-être plus apte à vouloir discuter que de se faire crever les yeux. À un moment donné, il faut juste comprendre que des gens te demandent à toi de montrer l'exemple, d'être irréprochable, responsable de tes actes. Et eux-mêmes ne le sont pas. Elle est où la justice? Si à un moment donné il y avait justice, qu'elle soit bien donnée, peut-être que ça en calmerait pas mal, et qu'on aurait peut-être moins de problèmes aussi. Tu regrettes aujourd'hui d'avoir participé à tout ça ou pas? T'as pas le temps pour le regret. T'as pas le temps. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.